Nouveau journal sur RTI 1. Bonjour à tous dans les titres de ce 13h. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier mardi pour Kumasi au Ghana sur invitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le chef de l'État prend part ce mercredi aux festivités marquant la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Le président Alassane Ouattara, il faut le rappeler, a été reçu par le roi des Ashanti, Sa Majesté Otumfuo, au Séi Toutou II. En visite en Côte d'Ivoire, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie a été reçu en audience par la présidente du Sénat. Les deux personnalités ont échangé sur les relations bilatérales entre nos deux pays. Nouman Kurtulmuş et Kandia Camara ont réitéré leur ferme volonté de renforcer davantage leurs liens de collaboration. Et puis le ministère des Ressources animales et halieutiques a appris la mort de plusieurs petits poissons dans la zone de Koumassi. Sidi Thiomoko Touré et son collègue de l'environnement et de la transition écologique ont aussitôt appelé les populations à mettre fin à toute forme d'activité de pêche dans la zone. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de la mortalité de ces poissons. Voilà pour les titres. On démarre avec cette activité présidentielle avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a quitté Abidjan mardi pour Kumasi au Ghana. Le chef de l'État est l'invité d'honneur des festivités du 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana, des festivités qui auront lieu aujourd'hui même. Viviane Aïma. Invité d'honneur aux festivités marquant le 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana, le président de la République Alassane Ouattara est arrivé mardi à Koumassi. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par son homologue ghanéen, Nana Dankwa Akufo-Addo, ainsi que par de nombreuses autres personnalités ghanéennes. Après le cérémonial d'accueil, le président de la République s'est rendu au palais royal des Ashanti pour présenter ses civilités à Sa Majesté Otumfuo au Séi Toutou II, roi des Ashanti. Le chef de l'État a exprimé sa joie d'être dans ce pays frère et ami qui entretient de très fortes relations avec la Côte d'Ivoire. Il a aussi traduit sa gratitude et sa reconnaissance au roi des Ashanti pour son implication personnelle dans la résolution de la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Le roi des Ashanti, Sa Majesté Otumfuo Séi Toutou II, s'est quant à lui réjoui de la présence du président de la République Alassane Ouattara sur les terres qui fut anciennement l'Empire Ashanti et de l'excellence des relations de fraternité qui unissent les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo, ainsi que les peuples ivoiriens et ghanéens. Au terme de cette visite, le président de la République et son homologue ghanéen ont assisté au Bara Yara Stadium de Koumassi à un match de football entre la SEC Mimosa d'Abidjan et la Zanté Kotoko Sporting Club de Koumassi. Le club ivoirien a remporté le trophée President's Cup 2024 par un score de 2-1. Dans la matinée de ce mercredi 6 mars, le président de la République prendra part à la cérémonie officielle de célébration de la fête nationale du Ghana. Retour sur les bords de la lagune ébriée et on ouvre maintenant l'agenda du nouveau président de l'UPCI, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Adama Bictogo s'est entretenu mardi avec ses homologues de Turquie, du Gabon et du Sultanat d'Oman. Avec ses pairs, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le renforcement de la diplomatie parlementaire. Moussa Konaté. Une visite des salles de travaux parlementaires de l'Assemblée nationale par le président du Conseil de la Choura du Sultanat d'Oman. Bien avant, le président de cet État arabe du Moyen-Orient s'est entretenu avec le président Adama Bictogo. Le sujet qui nous a réunis lors de cette conférence est un sujet important, un sujet mondial qui concerne, n'est-ce pas, tous les pays de notre globe. Et ce sujet-là est relatif au changement climatique, aux différents bouleversements auxquels nous assistons, aux agressions que subit la nature du fait de l'industrialisation accélérée auquel nous assistons depuis un certain nombre d'années. Autre personnalité reçue ce jour par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de transition du Gabon, Jean-François Ndongou, est venu réaffirmer la qualité des relations entre les parlements des deux pays. L'Assemblée nationale de la République gabonaise et l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire ont signé en avril 2023 un mémorandum d'entente qui établit une coopération entre ces deux institutions, quand bien même nos États ont déjà une coopération bilatérale qui existe depuis les années d'indépendance de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Donc nous sommes venus revisiter ce mémorandum d'entente. Avec le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Kurtulmuş Numan,
Les deux personnalités ont évoqué le rapprochement entre leurs institutions dans le cadre de la diplomatie parlementaire. C'est la première fois que nous organisons une visite officielle entre les présidents de deux assemblées nationales des deux pays et nous sommes ravis de cela. Les deux pays sont prêts à coopérer dans des domaines comme le tourisme, le commerce, l'éducation et l'investissement. Et j'espère que cette visite officielle va être un élan dans ce sens. Tous ces différents présidents de parlement présents en Côte d'Ivoire pour la 18e conférence de l'UPC ont transmis leurs félicitations et encouragements à Adama Bictogo, nouveau président de l'organisation parlementaire islamique. La présidente du Sénat, Mme Kandia Camara, recevait elle aussi le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Avec Numan Kurtulmuş, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération parlementaire. Les deux personnalités ont aussi salué l'excellence des relations entre Yamoussoukro et Ankara. Herman Guibé. Les honneurs militaires pour Numan Kurtulmuş, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. En visite en Côte d'Ivoire et à la tête d'une forte délégation, il est reçu à la permanence du Sénat ivoirien par la présidente de l'institution, Kandia Camara. Tête à tête entre les deux personnalités, suivie d'une séance de travail entre les parties turques et ivoiriennes, une rencontre qui offre l'occasion à la présidente du Sénat ivoirien de saluer la bonne santé de la coopération ivoiro-turque, de quoi raffermir la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays. Les relations sont très bonnes, elles s'intensifient, je dirais d'année en année. Ce sont les deux pays qui en profitent, ce sont les deux peuples qui en profitent. Et nous avons voulu aussi aller plus loin dans cette coopération. Et donc, avec M. le Président, nous avons profité de sa présence ici dans le cadre de l'UPC, dont le Sénat est membre, avec l'Assemblée nationale, pour dire que nous sommes ouverts à une coopération parlementaire entre nos deux chambres afin que nous puissions aussi renforcer au niveau parlementaire ces relations qui sont déjà très bonnes, excellentes, mais je dirais, entre nos deux pays et nos deux peuples. Un point de vue soutenu par Numan Kurtulmuş, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Nous sommes heureux d'être ici. En étant le premier président de l'Assemblée nationale de Turquie qui visite la Côte d'Ivoire, je souhaite que cette visite permette de renforcer les coopérations, notamment au niveau de la parlementaire diplomatie. Cela peut être fait avec la présence des groupes d'amitié parlementaires et également sur des plateformes comme l'UPCI ou bien IPU. À ces moments permettra de rapprocher les parlements de ces pays. Nous avons cet espoir de progresser, de renforcer la coopération. Lors de cette visite, j'ai pu voir aussi que le Sénat a cet espoir également et le Parlement ivoirien. Le renforcement de la coopération parlementaire entre le Sénat ivoirien et l'Assemblée nationale de Turquie sera assurément bénéfique pour les deux institutions, a assuré Numan Kurtulmuş, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. On se rend à nouveau hors de la Côte d'Ivoire en marge de la conférence internationale sur la défense maritime. Téné Birahima Ouattara multiplie les rencontres à Doha. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a été reçu par son homologue du Qatar. Le raffermissement de la collaboration entre les deux pays était au cœur de cette audience. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. C'est à sa résidence à Doha que le vice-premier ministre, ministre d'État chargé des affaires de défense du Qatar, reçoit Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. D'entrée, le ministre d'État ivoirien traduit sa reconnaissance à son homologue du Qatar pour l'accueil et toutes les marques d'attention dont lui-même et les membres de sa délégation font l'objet depuis leur arrivée à Doha. Les échanges permettent également d'évoquer des projets pour lesquels la Côte d'Ivoire voudrait obtenir l'appui de l'État du Qatar, particulièrement des actions futures dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine. Nous sommes honorés par les discussions que nous avons eues avec son Excellence, des discussions très fructueuses qui augurent de lendemain meilleur dans les relations entre l'État du Qatar et l'État de Côte d'Ivoire, bien sûr en matière militaire, mais en toutes sortes de coopération. Nous partons d'ici rassurés de l'excellence des rapports entre l'émir du Qatar
et le président Alassane Ouattara. En retour, le vice-premier ministre du Qatar s'engage à examiner avec bienveillance les dossiers qui lui sont soumis. Cette audience s'est tenue en marge des activités de la 8e édition de l'exposition et de la conférence internationale de Doha sur la défense maritime qui se déroule du 4 au 6 mars 2024 au Qatar. Je vous le disais en ouverture d'édition, des mortalités de poissons ont été signalées sur la baie de Biétry, dans la commune de Koumassi. Les poissons morts sont tous de la même espèce. Il s'agit essentiellement de petites carpes, un phénomène qui devient récurrent selon le Centre ivoirien d'antipollution. Le constat de Grace Kando. Sur la baie de Biétry, dans la commune de Koumassi, une mortalité massive de poissons. On dénombre une quantité estimative de plus de 2 tonnes sur une surface de plus de 5 hectares. Ça nous a surpris d'abord, c'est d'empêcher nos populations de consommer ces poissons-là et de leur demander aussi de ne pas pêcher, jusqu'à ce qu'on sache la cause de la mort de ces poissons. Cette mortalité brusque de poissons est l'une des conséquences de la pollution de la lagune. Une situation qui préoccupe le gouvernement ivoirien. Ce mardi, les ministres des Ressources halieutiques et de l'Environnement se sont rendus sur les lieux. Les enquêtes ne sont pas encore terminées, mais il ressort que ces poissons ont dû manquer d'oxygène. Les enquêtes vont être approfondies. D'autres phénomènes peuvent avoir été responsables de cette mortalité massive. Évitons de jeter des déchets dans la lagune. Ce phénomène que nous venons de constater est une conséquence de notre façon de traiter les eaux. La lagune héberge beaucoup de poissons. C'est un milieu de biodiversité. Évitons de les détruire en y déversant des produits dangereux. Certains jettent le dépotage des vidanges de leurs latrines. C'est interdit. Pour limiter les conséquences sanitaires, des mesures conservatoires ont été prises. Collecter tous les poissons morts et de les détruire systématiquement. Les populations riveraines, en l'occurrence les villages riverains, ont été très vite sensibilisés. Ils ont automatiquement passé le message d'interdiction de consommation de ces différents produits, ce qui est très bien suivi. Donc la zone est circonscrite. Cela ne met pas en cause les poissons consommés dans la ville d'Abidjan. Tout ce qui est poisson dans la zone indiquée est sous contrôle. Donc j'aimerais vraiment rassurer les populations que le gouvernement y travaille sous les instructions de M. le Premier ministre. Le Centre ivoirien antipollution et la direction des pêches sont à pied d'œuvre pour investiguer sur les causes de cette mortalité massive de poissons sur la baie de Biétry. Sur le sujet, le gouvernement a produit un communiqué. Il est lu par Raskando. Un communiqué sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. On parle maintenant de santé, notamment de VIH-Sida pour le dépistage de la maladie. Des tests rapides sont de plus en plus utilisés dans les centres de santé. Et pour s'assurer de la qualité et de la fiabilité des résultats, ces tests sont évalués par des experts. À ce jour, ce sont au moins 153 agents qui ont été formés pour obtenir des résultats satisfaisants. On en parle avec Didier Nguessa. Les tests rapides du VIH-Sida permettent de dépister les patients de manière instantanée et d'avoir le résultat en 5 minutes. Le CDC PEPFAR, le plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida des États-Unis d'Amérique, accompagne l'État de Côte d'Ivoire afin d'évaluer la qualité de ces tests et les compétences des agents de santé. D'où la tenue de cet atelier. D'abord, on a formé tous ceux qui font les tests pour s'assurer qu'ils ont les qualités et les compétences pour faire le test. On s'est assuré que le test qui est mis en place actuellement en Côte d'Ivoire est un test qui est validé. Et ensuite, maintenant, on fait des contrôles qui sont les EEQ, où nous apportont des échantillons dont nous connaissons déjà les résultats. Nous les apportons au niveau de ces personnes que nous avons formées pour nous assurer qu'ils suivent effectivement l'algorithme que le pays a mis en place pour déterminer les résultats qu'ils donnent. Le taux de prévalence du VIH-Sida est estimé à 1,8% en Côte d'Ivoire. À ce jour, 518 sites de prise en charge sont identifiés sur l'ensemble du territoire. Mais ce test-là, il faut en permanence s'assurer que le diagnostic qui est posé est un diagnostic sûr, traiter systématiquement ceux qui sont séropositifs.
Mais il ne faut pas se tromper, parce que le traitement est coûteux et il est lourd de conséquences. Dans ce cas-là, il faut s'assurer que les tests qui sont mis à la disposition sont de qualité. Depuis le premier test rapide en 2005, 68 millions de tests ont été réalisés. On revient sur le sujet de la mortalité des poissons sur la baie de Biétry et justement, le gouvernement a produit un communiqué lu par Rascando. Communiqué du gouvernement. Mortalité brusque de poissons dans la baie de Biétry. Ce matin, une mortalité brusque de poissons a été signalée dans la lagune Ébrié, plus précisément dans la baie de Biétry. Ces informations ont été relayées par les réseaux sociaux. Aussitôt, sur instruction de M. le Premier ministre, les services de l'État ont été dépêchés sur les lieux pour des missions de constatation. Celles-ci ont révélé l'effectivité de cette mortalité de poissons, carpes et tilapia. Les premières mesures d'investigation réalisées par le Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique et les services du ministère des Ressources animales et halieutiques indiquent un taux d'oxygène dissous très bas pour des poissons tels que les carpes et les tilapias exigeants en oxygène. Ce phénomène survient périodiquement chaque année à l'occasion des premières pluies qui charrient des eaux usées, des déchets issus des activités aux abords de la lagune Ébrié. Les services de l'État ont procédé à l'enlèvement des poissons morts et à l'établissement d'un périmètre de sécurité autour de la zone impactée. En attendant une analyse complète pour cerner toutes les causes de cette mortalité brusque, les populations sont invitées à ne pas pratiquer de pêche dans la baie de Biétry, ne pas consommer les poissons qui en sont issus. Le gouvernement compte sur le sens de la responsabilité des populations et les rassure que des mesures sont prises pour éviter que ce phénomène ait des conséquences sur la consommation du poisson à Abidjan. Autre chose à présent avec la mairie de Cocody qui se dote d'une nouvelle annexe. Elle est logée au sein du CHU de Cocody. Elle permettra de désengorger les locaux de la mairie qui enregistre un peu plus de 15 000 déclarations de naissance et de décès par an. On regarde le film de la coupure de ruban avec Ismaël Déo et Déby Soyo. Vous êtes le premier couple qu'on déclare dans nos locaux ici. Le couple Agueda peut afficher un air de soulagement à la réception de l'extrait de naissance de leur nouveau-né au sein du CHU de Cocody. On a déjà fait 2 enfants ici. Pour avoir les papiers, il faut aller à la mairie. Ça nous prend beaucoup de temps, il y a des difficultés dedans. Mais aujourd'hui, on est très ravis d'avoir ce centre. Une action rendue possible grâce à l'inauguration du bureau de l'état civil dans l'enceinte de ce centre hospitalier. Pour les responsables, il est question de rapprocher l'état civil des populations, notamment celle du CHU de Cocody et ses environs. Le premier bénéficiaire, c'est la population. Et nous allons faire en sorte justement que les objectifs assignés à l'état civil pour la sécurisation de cet état civil-là puissent être remplis à travers ce bureau. L'ouverture du bureau de l'état civil ici permet à nos administrés de ne pas avoir les tracasseries pour se déplacer, pour aller jusqu'à l'hôtel communal, pour faire tout ce qui est déclaration, qu'ils aient en temps et en heure la possibilité de faire les déclarations de naissance en sortant du CHU ou alors les déclarations de décès. Désormais opérationnelle, cette nouvelle annexe de l'état civil de la mairie de Cocody vient s'ajouter à celle de Djorogobité, mise en service en 2023. Bientôt, une autre annexe ouvrira ses portes à Akouedo. On parle maintenant de politique. Élue le 17 décembre dernier, la présidente des femmes du RHDP a dévoilé son bureau hier mardi. L'équipe est composée de 50 membres qui reflètent, selon la présidente de la jeunesse du RHDP, son engagement envers l'inclusion et la représentativité. La cérémonie officielle s'est tenue à la rue Le Pic, au siège du parti. Le compte-rendu de Sidonie Davila. C'est avec une équipe de 50 Amazones, dont 9 vice-présidentes, que la nouvelle présidente des femmes du RHDP veut réussir sa mission. Élue depuis le 17 décembre dernier, Arlette Badou dévoile, à la faveur de cette rencontre de ce mardi après-midi, une équipe qui se veut dynamique et prête pour affronter les différentes batailles. Il ne s'agit pas de présenter un bureau, mais il s'agit de présenter toutes les Amazones du RHDP au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, comme pour lui dire que nous sommes debout. Nous sommes debout, nous sommes encore engagés pour sa grande vision, pour la Côte d'Ivoire
rassemblée, solidaire et prospère. Le jour du 17 décembre, j'ai clairement affiché mon ambition avec le concours de vous toutes de contribuer à mettre le rôle et l'action de la femme au cœur de la stratégie globale de notre parti, notre grand parti, afin de relever les défis. Pour y arriver, il m'apparaît évident de pouvoir compter sur des femmes de conviction qui ne reculent pas devant l'adversité et les épreuves et qui savent se relever quand malheureusement elles tombent. Aux côtés des femmes, la direction du parti est venue apporter son soutien indéfectible au bureau national, invitant les femmes à porter haut les couleurs du RHDP. La victoire du RHDP sera assurée. Nous avons besoin de vous aujourd'hui pour vous mobiliser, pour animer le terrain et aussi pour apporter un soutien important à la direction du parti. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, président du RHDP, compte sur vous, compte sur votre action. Il a fait confiance à votre présidente, et il a fait confiance à toutes les femmes qui ont été inscrites comme membres du bureau. Et nous sommes persuadés que si vous œuvrez chaque jour en pensant au bien du parti, tout va se faire pour le mieux. La marraine de la cérémonie, Kandia Camara, dans un discours empreint de détermination et d'optimisme pour l'avenir du RHDP, appelle à l'unité et à la solidarité au sein du parti pour relever les défis à venir. L'artisan, c'est son Excellence M. Alassane Ouattara, le chef d'équipe. Mais comme il aime à le dire, il ne l'a pas fait seul. Il a pu réussir cela parce que depuis 1994, le président Alassane Ouattara a toujours bénéficié du soutien indéfectible, inconditionnel des femmes de son parti. Quand on parle du bilan de son Excellence Alassane Ouattara, je voudrais que chacune d'entre nous soit fière de ce bilan parce que nous avons, nous aussi, femmes du parti d'Alassane Ouattara, contribué aussi à l'obtention de ce bilan-là. Événement solennel et symbolique tenu devant un parterre de militantes dévouées, de personnalités influentes du RHDP, de hauts cadres et de sympathisants engagés. La cérémonie de présentation officielle du bureau national s'est muée en une véritable fête à travers cette communion fraternelle. Et pour ajouter à cette note de gaieté qui les anime, ces femmes sont reparties avec chacune un cadeau, le pagne du 8 mars, offert par le parti. Après la présentation du bureau des femmes du parti, notre reporter Sidonie Davila a recueilli quelques réactions de participants ou encore de participantes. On les écoute. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes venus à l'appel de notre présidente. Et j'ai eu l'honneur de faire partie du bureau de la présidente. C'est une joie extrême pour moi. Et elle nous a toutes mises en mission cet après-midi. C'est un appel que nous lançons ce soir à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, toutes les femmes du RHDP et celles même qui ne sont pas du RHDP, nous leur demandons de rejoindre cette grande famille du RHDP. C'est une personne qui est contente, c'est bien moi. Parce que nous n'avons pas vécu inutile. Et vous voyez les femmes, comme elles sont contentes. C'est cela le RHDP. Et c'est cela être un leader, parce que le président Alassane Ouattara est un vrai leader. J'ai été président national des femmes du RHDP. Il m'a fait confiance. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai donné à une plus jeune que moi. C'est comme ça qu'il faut le faire. Je constate qu'aujourd'hui le parti et les femmes sont redynamisées et nous sommes prêts à aller sur le terrain, à travailler pour que 2025, nous puissions faire un coup KO avec le président Alassane Ouattara. Merci à la présidente qui m'a fait confiance, qui a fait de moi une vice-présidente chargée des élus et des institutions. Je pense pouvoir travailler pour préparer 2025. Voilà, c'est
un bureau de mission. Nous serons en mission pour préparer les élections de 2025. Et je sais qu'en tant que femme de terrain, en 2025, on ne tape pas poteau et nous allons gagner. On ne peut pas toutes faire partie du bureau, mais on peut toutes apporter notre partition. Je suis prête à tout moment pour apporter ma partition à mon parti. Concrètement, nous allons travailler sur le terrain, surtout pour les militants, pour conquérir toutes les femmes qui sont encore en dehors, par nos enfants, nos maris, la population. On va amener tout le monde à reconnaître le travail du président de la République, Alassane Ouattara. Continue de parler des femmes, mais sur un tout autre aspect de la culture et la commercialisation, en passant par la récolte et l'évacuation des productions. Les femmes demeurent l'un des maillons essentiels de la production vivrière en Côte d'Ivoire. Mais à côté de leur volonté de produire, elles se retrouvent confrontées à de nombreuses difficultés. Des difficultés liées au travail manuel, à l'accès difficile aux prêts bancaires, sans oublier la question foncière. Un focus réalisé par Soro Corona. Espace maraîcher de Bamourou. Afoué Marie-Jeanne et les membres de sa coopérative récoltent le piment de leur champ. Sur le même espace, des parcelles de tomates et de concombres. Des cultures vivrières produites exclusivement par des femmes. Tout ce qui concerne le vivrier, là, la plus grande partie, c'est la femme. Parce que c'est la femme qui tient le foyer. C'est la femme qui vraiment est au four au moulin quand il y a des difficultés dans un foyer. C'est avec enthousiasme que ces femmes participent à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Cette volonté de produire des vivriers de qualité et en quantité suffisante se heurte à des obstacles et préjugés. Nous travaillons manuellement et avec toutes les maladies qui apparaissent sur les légumes, on n'arrive pas à faire une bonne récolte. Et la cherté de la main-d'œuvre est là aussi. Ça fait que quand nous produisions, nous n'arrivions pas à rentrer dans nos fonds. Ce n'est pas facile, les prêts bancaires. Normalement, si on a eu une échéance de 3 à 4 mois, ça peut vraiment nous être utile dans nos activités. L'accès à la terre n'est pas facile. Nous sommes confrontés à ce gros défi. L'homme trouve que lui, il a l'argent facile, c'est pour lui la terre. Et il vend ces terres-là à des gens de carrière. Loin de ces sites agricoles, une usine de transformation du manioc en produits dérivés. Une usine détenue à 90% par des femmes. Dans ce pan de vivriers, les difficultés demeurent aussi. Les prêts bancaires, il y a un problème. Surtout les femmes, parce qu'on dit que nous ne sommes pas crédibles. Après la production, place à la commercialisation. À Boaké, le marché de vivriers par excellence reste Bromacoté. Ici, les femmes sont les détentrices des lieux. Agua Antoinette est commerçante du vivrier depuis 1987. Elle et ses camarades sont aussi confrontés à des difficultés. On souffre, il n'y a pas d'appâtame. Nos parasols aussi, ce n'est pas bon. En tout cas, quand il pleut, on a des problèmes. On n'a qu'à aller prendre des prêts là-bas. Quand ça ne marche pas, tu vas aller prendre, non. Ils vont venir derrière toi. Donne mon argent, donne mon argent. C'est ça qu'on a peur là. Sinon, on a besoin de ça même. Prêts bancaires, taux élevés et courte échéance de remboursement. Marché inadapté aux vivriers. Question foncière, mécanisation de l'agriculture. Autant d'obstacles pour ces productrices, commerçantes et transformatrices du vivrier. Tout en remerciant l'État pour les efforts consentis, elle demande encore pour des meilleures conditions de travail à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Ce que je demande, c'est qu'il y ait une banque des agriculteurs. Aujourd'hui, le monde agricole, c'est ce monde-là qui nous nourrit. Et le monde de la transformation, c'est ce monde qui nous nourrit. Concernant le taux d'intérêt, les échéances au niveau des banques, vraiment que l'État ivoirien voie un peu ce côté. Concernant le problème foncier aussi, nos autorités villageoises ont besoin de formation. On demande au nouveau maire de Boaké que, en tout cas, il n'a qu'à essayer de voir le nouveau marché, il n'a qu'à faire vite, on va rentrer. En Côte d'Ivoire, la production, le transport, la commercialisation et la transformation des cultures vivrières restent aux mains des femmes.
Un document de Soro Corona qui ouvre la porte à la célébration du 8 mars prochain. On termine avec l'actualité au Tchad à 2 mois de l'élection présidentielle et 1 semaine de la mort de l'opposant Yaya Dillo. Dans des circonstances contestées, le dépôt des candidatures a démarré ce mercredi 6 mars au greffe du Conseil constitutionnel et se poursuit jusqu'au 15 mars prochain. La liste des candidats sera publiée le 24 mars. La coalition pour un Tchad uni doit déposer dès ce mercredi le dossier de candidature de Mahamat Idriss Déby. Le chef de la transition doit encore se mettre en disponibilité de l'armée pour remplir les conditions d'éligibilité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. L'info revient à 20h sur RTIA.